En France, depuis un certain nombre d'années, la République est invoquée très souvent par les golems politiques pour défendre ou attaquer une vision sur tel ou tel sujet politique. Les personnes qui sortiraient du cadre républicain sont considérées comme des parias et seraient ainsi discréditées sans démonstration. Et ça s'applique quelle que soit la couleur politique, tout le monde en France se revendique de la République et en a fait un totem. En fait, la République est devenue un concept sacré, c'est-à-dire qu'il peut être mis en cause d'aucune manière, et elle doit être respectée de manière absolue. Bien souvent, la défense de la République s'accompagne d'un discours sur la démocratie, l'un va rarement sans l'autre, la démocratie étant également un concept sacré, et également sur les libertés et droits fondamentaux. Sauf qu'évidemment tout ça est ridicule, puisque la République jamais dans l'histoire avant l'indépendance américaine n'a eu un quelconque rapport avec tout ça. La première république de l'histoire est la République romaine entre moins 509 et moins 27. À la base, le pouvoir était entre les mains de l'aristocratie patricienne, des riches familles propriétaires terriennes dominées par le pater familia, le chef de famille qui avait juste droit de vie ou de mort sur enfants, femmes et esclaves, hein, mais bon. Bon, c'est vrai que les institutions romaines ont progressivement évolué vers un pouvoir de plus en plus important pour la plèbe, c'est-à-dire le petit peuple, mais l'influence des patriciens sur la politique de Rome était très importante. Mais si on regarde toutes les autres républiques médiévales comme les républiques maritimes italiennes avec Venise ou Gênes, bah on est totalement sur des régimes oligarchiques dirigés par des riches familles commerçantes, et il y a absolument aucun droit de vote pour la majeure partie des gens. Donc en fait la République à la base c'est un régime fondamentalement oligarchique et de type plutocratique. Alors c'est pas les guerriers et leurs chefs qui dirigent comme dans les monarchies, mais c'est très loin de l'idée d'un régime d'égalité et de liberté comme on s'en fait aujourd'hui. C'est un régime très oppressif où les dirigeants n'ont rien à foutre de la vie des petites gens. En fait c'est qu'à partir de l'indépendance des États-Unis d'Amérique que le mode de désignation des dirigeants par l'élection dans un régime républicain est mis en place. Sauf qu'à l'époque aux USA il y a que les hommes blancs propriétaires et protestants qui pouvaient voter ou se présenter à une élection. Faut vraiment comprendre que le suffrage universel et même le suffrage universel masculin c'est vraiment récent en réalité. Même dans les régimes républicains, donc l'élection c'est pas du tout une caractéristique de la République. Surtout qu'aujourd'hui il y a des états qui ont comme chef un roi ou une reine et qui fonctionnent avec des élections, hein, comme le Royaume-Uni, l'Espagne ou la Belgique. Hein. Mais aussi et surtout, l'élection c'est pas la démocratie, bordel de merde. On pourra le répéter autant qu'on veut, dire que la France et les pays occidentaux sont des démocraties, ça ne rendra pas vrai pour autant. Beaucoup de gens l'ont déjà expliqué en long, en large et en travers, mais c'est quand même important de le répéter. Un pays où on élit des dirigeants, c'est pas un pays démocratique. C'est un pays oligarchique à légitimité élective, si on veut. Démocratie ça veut dire le pouvoir au peuple en grec, et le pouvoir il est pas au peuple quand on élit des personnes qui vont décider à ta place. La démocratie c'est lorsque le peuple dans son ensemble décide des lois. Alors ça pose pas mal de questions, qui fait partie du peuple, comment il décide les lois notamment, mais ce qui est sûr c'est que quelques centaines de personnes dans une assemblée c'est pas le peuple. En France on a 577 députés sur presque 70 millions d'habitants, et en Norvège l'état considéré comme le plus démocratique par The Economist Group a 169 députés pour 4,5 millions d'habitants, ce qui fait 0,03% de la population. Alors certains parlent de démocratie représentative, mais encore une fois une démocratie c'est lorsque le peuple dans son ensemble décide des lois. Donc si on veut une démocratie représentative, en fait il faudrait tirer les dirigeants au sort pour avoir un échantillon représentatif de la population. En fait l'expression oligarchie représentative serait plus proche. Hein. Mais même cette expression elle est pourrie parce qu'aujourd'hui les dirigeants français ils représentent personne. Hein. Les gens ils votent pour de mauvaises raisons, ils votent sur la personnalité, ils votent pour la gueule, ils connaissent pas le programme ou le bilan des candidats, et ils comprennent même pas l'enjeu des élections puisqu'ils connaissent pas les compétences des assemblées et l'impact des décisions politiques sur leur vie quotidienne. Qui est capable de dire les compétences des gouvernements de son pays? Presque personne. Alors imaginez pour ce qui est de la Commission européenne ou du Conseil européen ou les assemblées locales. Est-ce que les Allemands sont capables de dire quelles sont les compétences des Bundesländers par rapport au gouvernement fédéral par exemple? Qui est capable de donner une proposition des candidats principaux aux élections? Presque personne. Par exemple, est-ce que les Italiens sont capables de citer une proposition du parti démocrate lors des élections régionales ou européennes? Et puis qui est capable de citer une loi votée dans son pays? Presque personne. Alors imaginez un article des traités de l'Union Européenne ou un règlement de l'Union Européenne ou d'une assemblée locale. Et pourtant des décisions hyper importantes pour la vie quotidienne sont ou pourraient être prises tous les jours dans ces assemblées. C'est pour ça que ces assemblées elles sont représentatives de personne en fait. Et même si la population était au courant des différents programmes et bilans des différents candidats et des compétences des assemblées ou des différentes institutions, ça suffirait toujours pas en réalité pour voter en conscience. Parce qu'il faudrait également que les arguments en faveur et en défaveur de chaque position soient connus. Ou est-ce que ce serait voter en conscience? C'est voter en connaissance des arguments favorables et défavorables des différentes positions pour chaque question politique. Et aujourd'hui on en est clairement très loin. Et certains diraient que c'est d'ailleurs pour ça que le système oligarchique est celui qui fonctionne, le peuple étant ignorant sur les questions politiques, il faut qu'il y ait des professionnels qui s'en occupent. Alors en fait non, mais c'était pas la question en fait. La question c'était est-ce qu'on est dans un régime représentatif, oui ou non? C'est tout. Enfin bref, la République c'est pas la démocratie et c'est même quasi synonyme d'oligarchie finalement en fait. Donc maintenant la question qui est intéressante c'est est-ce qu'un régime démocratique serait possible ou même souhaitable? Pour moi oui. Comme je l'ai dit, un régime représentatif nécessiterait que les citoyens aient un niveau de connaissance politique très important des enjeux, des différentes propositions et des différents arguments, parce qu'en fait un vote non éclairé n'a aucune valeur, voire même une valeur négative. Mais ce principe s'applique d'autant plus pour un régime démocratique, puisque là les gens votent les lois directement. Donc ce régime a un niveau d'exigence très élevé pour fonctionner, et même pour simplement exister d'ailleurs. C'est pour ça qu'en réalité un régime peut devenir démocratique que de manière progressive. Il faut que la population soit informée politiquement de plus en plus et de mieux en mieux progressivement, pour que le pouvoir puisse être donné progressivement aux citoyens. Donc en fait il y a deux transitions.
transition. La transition institutionnelle, rendre les institutions de plus en plus démocratiques, jusqu'à ce que l'ensemble des citoyens votent les lois. Et la transition épistémique, pour que les gens soient de plus en plus informés, éclairés politiquement. L'un va pas sans l'autre. Et ce rôle d'information, ça devrait être celui des institutions relatives à la connaissance, c'est-à-dire les médias et l'école. Les lois Ferry sur l'école gratuite et obligatoire n'ont jamais servi à autre chose qu'à former les gens pour les faire entrer dans le monde du travail qui a beaucoup évolué et qui a demandé des niveaux de compétences plus importants. La preuve en est que si l'objectif de Jules Ferry et de son gouvernement c'était l'émancipation des êtres humains, eh ben ils auraient aussi rendu la nourriture et les logements gratuits, entre autres choses. Donc arrêtez votre hypocrisie de merde avec l'égalité des chances ou le travail des enfants. Si vous voulez empêcher le travail des enfants, il suffisait d'interdire et de redistribuer les richesses. Nos oligarques, ils ont jamais eu pour objectif de former ou d'informer la population dans son ensemble aux questions politiques. En fait, ils nous ont gardé bien consciemment dans l'ignorance politique pour se garder le pouvoir. Oui, parce que ça renvoie au premier argument en faveur de la démocratie, elle est incorruptible, personne ne peut abuser de son pouvoir. À partir du 7e siècle avant Jésus-Christ et l'apparition des grands empires antiques, une partie des êtres humains a toujours aspiré à dominer les autres, à les contrôler et les diriger, quitte à se réduire aux pires bassesses et pratiques immorales, d'abord en soumettant par les armes dans les royaumes et autres empires, et mentir, trahir, manipuler dans les oligarchies électives par la suite, quand d'autres vont purement et simplement abuser de leur pouvoir. Je pense que l'exemple le plus marquant, c'est les partis socialistes européens. On se plaint régulièrement en France du parti socialiste qui a mené une politique de droite à partir de 1983 dès qu'il était au pouvoir. C'est exactement le même principe pour beaucoup de grands partis supposément d'extrême gauche en Europe, comme le parti socialiste du Portugal ou le parti socialiste ouvrier espagnol en Espagne, et qui mettent en place des politiques néolibérales, donc de droite, lorsqu'ils sont au pouvoir, alors qu'à la base les partis avaient comme projet d'abolir le capitalisme en instaurant une société socialiste, qui prouve que l'absence d'intégrité chez les politiciens dépasse clairement les frontières. Les preuves sont tenues, ça concerne les élites politiques du monde entier en fait. Et ça c'est sans parler de toutes les affaires de corruption et d'abus de pouvoir. Un système politique démocratique où le pouvoir est extrêmement déconcentré et où les gens votent directement les lois peut pas être corrompu par définition. Il faut se rappeler que le principe même de tous les états à la base c'est de défendre l'intérêt général en théorie. Or les états du Nord soi-disant démocratiques ont choisi délibérément depuis 2 siècles de favoriser les intérêts d'une poignée de personnes par rapport à l'immense majorité, alors cédant la majeure partie de la valeur produite par les travailleurs et en imposant à ces derniers des conditions d'existence extrêmement violentes, bref la mise en place du capitalisme libéral. Et ça s'explique par le simple fait qu'en réalité ce sont les riches libéraux qui ont pris progressivement le pouvoir depuis 2 siècles. C'est donc de véritables oligarchies politico-financières qui se sont constituées dans le monde à partir de l'indépendance américaine. En réalité, on a une grande partie des hauts fonctionnaires, ministres et députés qui viennent du secteur privé. Parce qu'on parle souvent des lobbies qui usent de leur pouvoir financier pour influencer les décisions politiques, mais en vrai, il n'y a même pas besoin de faire du lobbying auprès d'une élite politique qui a des proximités professionnelles, même personnelles, avec des membres de grands groupes financiers. Il y a même pas mal d'élites qui font des allers-retours entre le secteur privé et le secteur public. Alors la question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est pourquoi les électeurs votent pour eux? Après tout, il y a des élections, il suffit de pas voter pour eux et ils dégagent. Pourtant, ils sont systématiquement élus. En fait, ça s'explique par l'investissement des riches libéraux dans les médias. À partir du moment où la liberté d'expression et de la presse ont été garanties dans un état, les riches libéraux ont immédiatement investi la presse politique pour propager leurs idées dans la population et faire la promotion des candidats qui favorisent leurs intérêts. Et cette stratégie de la bataille culturelle a jamais arrêté d'être utilisée par la suite par les puissances financières avec l'investissement dans les nouveaux médias au fur et à mesure qu'ils apparaissaient. Si on prend l'exemple de la France, on parle souvent des 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias, mais les 5 principaux journaux de la fin du 19e début 20e sont aussi créés et possédés par des riches. Aux USA par exemple, on a 8 grands groupes financiers pour la presse aujourd'hui, 5 pour la radio et 9 groupes pour la télévision. On a aussi Silvio Berlusconi qui a créé un immense empire médiatique en Italie et qui finit par avoir le contrôle de 90% de la télévision italienne, sachant qu'en plus Berlusconi a fait de la politique par la suite et a été chef du gouvernement pendant presque 10 ans. Il a évidemment utilisé ses médias pour faire sa campagne politique. Souvent les propriétaires de médias connaissent personnellement les personnalités politiques, ils vivent dans les mêmes milieux, plus de la moitié des titulaires de cartes de presse vivent en région parisienne en fait, ils vont dans les mêmes écoles quand c'est pas leurs enfants qui vont dans les mêmes écoles. On a l'exemple de Macron qui a été élu grâce à sa proximité personnelle avec Xavier Niel et Bernard Arnault par exemple, qui sont eux-mêmes des chefs de grands groupes industriels et propriétaires de médias et qui ont grandement contribué à son élection. Donc en fait c'est des oligarchies politico-médiatico-financières qui dirigent les régimes électifs du monde occidental. Rappelons que pour qu'un parti se dirige dans un régime électif, il suffit d'avoir la majorité des suffrages lors des élections, c'est-à-dire 50% des voix plus une. Donc oui, les médias permettent d'élire des gens quand ça se joue à pas grand-chose. Mais en vrai je dis que la liberté d'expression et de la presse sont garanties, mais ces libertés elles existent même pas non plus en réalité. Très peu de personnes peuvent s'exprimer devant une audience aujourd'hui. Il faut être interviewé, invité sur des plateaux de télé ou de radio par des personnes influentes dans le milieu médiatique, donc c'est eux qui décident qui s'expriment et qui s'expriment pas. En fait la liberté d'expression on s'en bat les couilles, c'est l'égalité, la pluralité d'expression qui est importante. Même plus que ça, ce qui est important c'est pas de s'exprimer, mais c'est d'être informé. C'est pas l'expression de son opinion qui compte, mais la réception de la vérité. La découverte de la vérité elle est possible que si la pluralité d'expression est garantie, mais donc la pluralité d'expression elle sert à découvrir la vérité. Et c'est pas du tout vu comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui la faible et médiocre pluralité d'expression elle sert qu'à déblatérer son opinion juste pour se mettre en avant, montrer à tout le monde sa supériorité intellectuelle sur les autres, et non pour faire preuve de nuance, d'écoute, d'humilité, de scepticisme, qui sont pourtant des éléments fondamentaux pour démêler le vrai du faux. D'ailleurs personnellement, même si j'ai l'air d'être sûr de moi dans mes vidéos, c'est juste une apparence, hein. Je suis tout à fait ouvert aux critiques. Et puis encore une fois, c'est plus la forme qui prime sur le fond. On se concentre sur la personne qui parle, on se laisse séduire par sa manière de parler, son charisme, son assurance, et on oublie de réfléchir, de chercher si ses arguments sont fondés ou pas. Et puis on polarise les débats, on se communautarise idéologiquement, la gauche contre la droite, les extrêmes contre les progressistes, les mondialistes contre les nationaux, etc. On cherche à faire partie d'un groupe idéologique plutôt que de faire preuve d'esprit critique. Surtout que l'effet pervers du système électif, c'est que ça exacerbe ce communautarisme
idéologique. En fait, le système électif s'auto-alimente, puisqu'il favorise le communautarisme idéologique, c'est-à-dire la volonté d'appartenir à un groupe idéologique et de s'opposer aux autres groupes, qui lui-même va donner envie d'appliquer ses idées et de surtout pas laisser celles des autres être appliquées, et donc d'obtenir le pouvoir à tout prix, et donc de participer aux élections, que ce soit en tant que candidat, militant ou simplement électeur, ce qui va légitimer d'autant plus le système électif pour ceux qui pensent avoir une chance de gagner. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est avoir un espace, une institution où les opinions rationnelles et constructives puissent être entendues sur tout un tas de questions politiques, qu'on se concentre sur le fond des arguments pour se faire une opinion éclairée. Et notre qualité de la démocratie, c'est la possibilité d'une vision à long terme. Aujourd'hui, les élus ont un mandat avec une durée limitée, et s'ils sont pas réélus, le personnel politique change, donc les projets à long terme sont impossibles. Et c'est un énorme problème pour la politique d'un pays. Et puis les élus en général, c'est des personnes qui sont très attirées par une place de pouvoir, donc tout faire pour se faire réélire, quitte à prendre des décisions de court terme. Alors que dans un régime démocratique, on peut tout à fait imaginer une forme de pérennité pour certaines décisions, parce que les gens vont pas changer d'avis toutes les minutes sans avoir vu l'impact de leurs décisions, et puis on peut simplement limiter dans le temps la possibilité de revenir sur une loi, sur une décision. Et ça, c'est très opportun pour les domaines qui nécessitent une planification, comme pour l'écologie. Autre avantage à la démocratie l'on demande, c'est le fait de pas être obligé d'entrer dans un parti et de faire preuve d'une loyauté sans faille au parti, de défendre ses membres et le programme en toutes circonstances quand bien même on serait pas d'accord. Autrement dit, de pas subir la pression du groupe. On serait bien plus indépendant du reste des individus et on pourrait voter loi par loi, article par article comme on le souhaite. Et ça, je pense que c'est quand même vraiment une bonne chose pour l'intérêt général. Enfin, un dernier avantage de la démocratie, non des moindres, c'est le sentiment de légitimité des décisions politiques. Aujourd'hui, on n'a plus envie de se soumettre aux lois et aux autres décisions parce qu'on déteste être soumis à des règles sur lesquelles on n'a aucun contrôle. On est parfaitement capable de s'imposer des règles et des décisions parfois extrêmement contraignantes si on a participé à leur délibération et à leur vote parce qu'on accepte le processus de production de ces règles et qu'on connaît leur raison d'être. Donc incorruptibilité, objectivité, indépendance, vision de long terme, c'est des qualités qui sont propres à la démocratie, mais maintenant le problème c'est que c'est très difficile à mettre en place. Comme j'ai dit, ça doit se faire progressivement, étape par étape, et la première étape c'est de commencer à débattre, échanger des arguments en essayant d'être le plus constructif possible, de pas chercher à se convaincre en fait, mais d'abord d'essayer de partager sa vision des choses aux autres sur des sujets différents, de partager ce qu'on sait ou plutôt ce qu'on croit savoir. La deuxième étape c'est de massifier ce mouvement, inviter le plus de personnes à participer, entraîner les gens dans cette démarche, ses amis, sa famille, des camarades de son entourage plus ou moins proches, et troisième étape, s'organiser pour trouver des stratégies pour entraîner toujours plus de personnes dans ce mouvement, discuter de projets ambitieux pour communiquer à la population notre idéal de société. C'est la stratégie de la bataille culturelle, tout simplement. Et puis faire des propositions politiques avec l'intention de les appliquer dans la société, dans la réalité, pour prouver que ça peut fonctionner, que la démocratie c'est un système qui permet de prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui les gens sont systématiquement insatisfaits quoi. On leur promet le changement à chaque élection, ils sont déçus à chaque fois. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour changer le système? Non seulement c'est possible, c'est souhaitable, mais en plus c'est nécessaire. Pas seulement parce que les grands défis de notre siècle ils sont jamais réglés dans notre système, mais aussi parce que l'insatisfaction populaire elle peut se cristalliser, se concrétiser dans l'arrivée au pouvoir de mouvements politiques qu'on risque de regretter amèrement. Donc faisons une sortie positive de cette crise.